Berlin, 1885. Ça te dit quelque chose? Oui, c'est bien ça. Le démembrement de l'Afrique au profit des puissances coloniales et sur le dos des Africains. Et si la conférence de Berlin se rejouait aujourd'hui, que ferions-nous? Si tu veux le savoir, rejoins-nous à Lomé, où 140 ans après Berlin, l'Afrique a rendez-vous avec elle-même, du 26 au 28 juin 2025, pour dessiner un chemin vers la souveraineté, la prospérité et l'unité. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Alors, lève-toi et rejoins-nous à Lomé, et ensemble, traçons notre route. Pour être de la partie, sur place ou en ligne, inscrivez-vous sur notre site mansa.com. Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux du continent. Nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire et un événement vient rebattre les cartes de l'opposition. En Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam a annoncé ce lundi 12 mai, et ce depuis Paris, sa démission de la présidence du PDCI. Une décision qui surprend autant qu'elle interroge. Officiellement, il s'agit pour lui de dénoncer un harcèlement judiciaire et des attaques politiques qu'il juge injustifiées. Officieusement, ce départ intervient en plein bras de fer avec la justice qui remet en cause la régularité de son élection à la tête du parti. Ce soir, nous allons tenter de comprendre les enjeux réels de cette séquence, ses conséquences sur l'opposition ivoirienne et ce que cela dit du jeu démocratique à l'approche de l'échéance présidentielle. Pour en parler, je suis entourée ce soir de Makailan Gebla. Bonsoir. Bonsoir Soukaina, merci. Vous êtes journaliste politique, défenseur des droits et ancien conseiller à la présidence tchadienne. Et face à vous, nous recevons ce soir Basten Moubamba. Bonsoir. Bonsoir Soukaina. Vous êtes analyste politique. Alors on vient de l'évoquer, c'était ce lundi 12 mai, cette séquence sur les réseaux sociaux de Tidiane Thiam. Je vous propose peut-être de regarder un extrait, on va essayer de décrypter tout ce qu'il nous dit. Le feuilleton politico-judiciaire dont est victime le PDCI-RDA depuis février 2024 aura finalement eu raison de Tidiane Thiam, plongé dans une tourmente infernale qu'a contestée de l'intérieur par certains militants et radié de la liste électorale pour sa double nationalité. Tidiane Thiam a décidé de remettre son mandat entre les mains des militants de son parti. Dans l'intérêt du parti, j'ai donc décidé de remettre entre vos mains, à vous les militants, mon mandat de président du parti. Cette décision ne change rien à l'engagement que j'ai pris en décembre 2023 de conduire personnellement notre parti à la victoire en octobre 2025 pour libérer notre pays de la peur et de l'injustice, et je le ferai. Je sais qu'après m'avoir élu en 2023, vous m'accorderez de nouveau votre confiance, sachant que les autorités ont récemment affirmé que j'étais, et je les cite, indubitablement ivoirien. Cette démission temporaire, qui s'apparente en réalité à une stratégie de contournement judiciaire, pourrait être sans effet sur la décision de justice attendue pour le 15 mai prochain. Malgré cet état de fait, Tidiane Thiam dénonce l'acharnement dont son parti et lui-même sont victimes en raison d'une volonté ardente de reconquérir le pouvoir suprême. En effet, depuis plusieurs mois, le PDCI-RDA et moi-même sommes l'objet d'un harcèlement judiciaire inique et insidieux, orchestré dans l'ombre, mais porté à visage découvert par des personnes manipulées, avec pour seul objectif de nous écarter de la vie publique et politique, de nous priver de nos droits fondamentaux de citoyens et de porter atteinte à ma dignité, allant jusqu'à me contester ce qui est le socle de toute existence humaine, ma nationalité. Radié de la liste électorale par la justice ivoirienne, le désormais ex-président du PDCI est aujourd'hui inéligible à la présidentielle d'octobre prochain. Son exclusion s'ajoute à celle de l'ancien président Laurent Gbagbo, de l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et de l'ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, des radiations qui sont en train d'envenimer le climat politique dans le pays à quelques 5 mois de l'élection présidentielle. Ces exclusions des leaders politiques de l'opposition
laisse donc la voie libre au RHDP, le parti au pouvoir, pour faire élire son candidat lors du scrutin présidentiel du 25 octobre prochain. Donc on l'a vu, cette déclaration, elle est assez solennelle, elle est faite dans son pagne traditionnel, face à la caméra, il s'exprime directement, Tidjane Thiam, à sa base électorale. Et finalement, je voudrais que vous décryptiez d'abord, Makaïla, cette déclaration-là. Il a fait plusieurs annonces, et notamment, il incrimine la justice ivoirienne. Il dit justement qu'il subit un harcèlement. Quelle lecture vous faites de cette déclaration ? Je me fais une lecture très simple de la situation en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien, Soukaina, Tidjane Thiam, qui a fait toute sa carrière à l'international, plus de 2 décennies, certainement 25 ans, donc à l'étranger, dans le milieu financier, reconnu, etc. Il a le même parcours, le même background que M. Ouattara, qui est aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Sauf que Tidjane Thiam a été par le passé des nationalités françaises, et donc du coup, ses adversaires, ses détracteurs, que ce soit dans son propre camp, que ce soit le pouvoir, l'en veulent parce qu'ils ont trouvé un alibi convaincant, un alibi qui pour le disqualifier, pour l'écarter. Aujourd'hui, il a vu venir cela, donc il fait une annonce pour se mettre à l'abri, à travers cette annonce pour dire, écoutez, moi je laisse à la base l'appréciation effectivement de m'élire ou pas. Sauf que ça, c'est un engrenage judiciaire auquel le Côte d'Ivoire a habitué sa classe politique en général. Vous savez, Alassane Ouattara a eu le même problème de maille jusqu'à être président de la République. Aujourd'hui, les mêmes mots qui ont prévalu en Côte d'Ivoire refassent surface effectivement actuellement en 2025. Donc on a l'impression certainement que les backgrounds, que les parcours institutionnels ne garantissent pas effectivement l'accession au pouvoir. Et donc on peut à tout moment vous empêcher par des manœuvres judiciaires, etc. Donc Tidjane Thiam, je pense qu'il a fait preuve d'une humilité cette fois-ci et s'adresser à sa base. Et donc c'est à la base maintenant de voir cette humilité et d'interpréter cette humilité. Maintenant, c'est que face à cette situation, on sent la décision, la volonté d'éliminer un homme politique qui, de mon point de vue, semble gêner Alassane Ouattara. Basten. Oui, en fait, je vais m'inscrire en faux, Makaïla, simplement sur le fait que M. Thiam n'est pas français. M. Thiam est ivoirien. Il est né en Côte d'Ivoire, de parents bien connus, membre de la galaxie présidentielle sous Houphouët-Boigny. Il a fait ses premières classes également en Côte d'Ivoire. C'est quand même le premier élève admis à Polytechnique en France. Il a toujours été ivoirien. Il ne s'est jamais réclamé d'une autre nationalité que celle de la Côte d'Ivoire qu'il aime de tout son cœur. Maintenant, en ce qui concerne effectivement la situation actuelle, on voit bien, et c'est là où je te rejoins, lorsque tu parles de harcèlement judiciaire. On peut faire un aparté peut-être pour expliquer aux téléspectateurs qui ne le sauraient pas, mais bon, la nationalité ivoirienne, c'est l'une des conditions d'éligibilité en Côte d'Ivoire. Et justement, Tidjane Thiam a renoncé à sa nationalité française pour se revendiquer pleinement ivoirien. Oui, mais en fait, la renonciation effectivement à la nationalité française était l'une des était une des conditionnalités pour accéder effectivement, disons, pour concourir à l'élection présidentielle. Mais il est quand même judicieux de rappeler, à toutes fins utiles, que Monsieur Tidjane Thiam n'a renoncé à la nationalité française que parce qu'il devait effectivement concourir à l'élection présidentielle, alors même qu'il était déjà ivoirien. C'est ce qu'on a dit, effectivement. On a dit la même chose, si je vois bien. C'est qu'on avait dit tout simplement qu'il était nationalité française et qu'il a renoncé à sa nationalité française pour être candidat à l'élection. Or, les gens l'ont coincé. Pourquoi? Ils l'ont coincé parce qu'en fait, ils ont fait prévaloir comme quoi il a été français. Et aujourd'hui, il a renoncé. Donc, normalement, il est ivoirien de plein droit. Il doit participer pleinement à cette... Comme vous savez très bien que, comme en Afrique, tous les leviers institutionnels sont détenus par le parti au pouvoir. Et donc, certainement, les partis au pouvoir voient en lui un adversaire de taille qui va certainement, il est à la fois, il faut le reconnaître, tu l'as su le dire, il est issu d'une lignée, effectivement, de la famille Houphouët-Boigny. Et de l'autre côté, Tidjane Thiam, il a un côté aussi, effectivement, qui est aussi, par son nom, Thiam, donc c'est quelqu'un qui fédère un peu tout ce qui est un peu nord du pays. Donc, du coup, il est à la fois au sud et au nord. Et moi, je pense que quelqu'un comme lui, s'il est candidat, il peut quand même avoir un succès, une victoire éclatante. Sauf qu'Alassane Ouattara, qui aujourd'hui est le dernier rempart,
semble être dérangé par la candidature de Tidjane Thiam. Or, Tidjane Thiam a d'autres contentieux en interne même de son parti politique. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, enfin, on sent venir en face de lui des horizons assez sombres politiquement, mais sa technique de communication, telle qu'on l'a vu tout à l'heure, montre qu'il prend du recul et que certainement il va, pourquoi pas, ne pas envisager l'option du Sénégal. Vous savez très bien que quand Sonko a été dérangé, il y avait Ousmane, l'autre Ousmane Day, Bassirou a émergé pour effectivement. Donc moi je pense que l'alternative, il faut s'inspirer effectivement des hommes sénégalais pour peut-être contrer le pouvoir en place et ses adversaires et ses détracteurs. Mais là, finalement, ce jeu politique, il contourne finalement une décision judiciaire. C'est une décision qui a pris de court un petit peu tout le monde parce qu'il a pris les devants. On rappelle que le procès qui pèse sur lui, il pourrait conduire à une destitution et donc il pourrait... la justice pourrait couper court à sa candidature. Justement, cette anticipation, est-ce qu'elle vous a pris de court aussi, Bastien? Est-ce que c'est un bon jeu politique, une bonne tactique? C'est un pari risqué. C'est un pari risqué, pourquoi? Parce que M. Tidjane Thiam a été plébiscité par les Ivoiriens, par les membres du PDCI, non seulement parce que disons, il a quand même un background assez impressionnant, ancien directeur général du Crédit Suisse, qui est quand même une très grande banque, c'est pas n'importe qui, internationale. Il a, si on pourrait effectivement le comparer à M. Ouattara, eu aussi une carrière internationale, parce que M. Ouattara se targue d'avoir été au FMI, mais M. Thiam a été au Crédit Suisse. Donc, la démarche de M. Thiam vise effectivement à démocratiser aussi en interne, parce que le système des partis en Afrique est souvent basé sur l'idée du candidat naturel. On estime que dès l'instant qu'on a une personnalité de premier plan qui a effectivement pignon sur rue, dont effectivement les citoyens connaissent l'action, le passé, le dynamisme, et ben c'est à lui que prévaut la destinée du parti pour les années à venir. Alors que là, M. Thiam, dans une démarche d'humilité aussi, et même aussi de stratégie politique, a décidé effectivement de prendre ses adversaires, de prendre, disons, ses harceleurs à leur propre jeu, en remettant effectivement son tablier aux électeurs de son parti. Oui, il y a d'ailleurs un congrès extraordinaire qui va se tenir ce mercredi 14 mai. On verra ce que l'issue nous dira, mais justement, vous l'avez dit, il remet en cause son statut de chef de parti. À voir justement si il va s'inscrire dans cette logique de candidat naturel. Est-ce que le pouvoir va lui être redonné aujourd'hui au niveau du PDCI? Mais bien sûr, mais forcément, en fait, il a créé aujourd'hui, il a créé un débat au sein de la sphère politique ivoirienne depuis effectivement sa démission, depuis son annonce. Donc le débat est aujourd'hui installé. Il a piégé tout le monde. Il a piégé à la fois ses détracteurs, je veux dire, le parti au pouvoir, et en même temps, il laisse un champ libre pour la base d'apprécier. Et par cette humilité, je pense que la base va certainement effectivement se pencher du côté de lui, parce qu'aujourd'hui, cet homme, pourquoi effectivement pourquoi il cristallise effectivement l'attention des observateurs, que ce soit les observateurs de la communauté internationale, tout comme la classe politique ivoirienne, c'est parce que cet homme certainement a de l'avenir, parce qu'en fait, vu l'âge de Alassane Ouattara, vu effectivement l'écart, la mise à l'écart de Laurent Gbagbo, la mise à l'écart de Soro Guillaume et également de Blé Boudé, forcément, la personne qui aujourd'hui en vie, qui peut quand même incarner l'espoir pour le peuple ivoirien, c'est bien Tidjane Thiam. On n'est pas là pour effectivement faire sa promotion, mais on est là pour analyser avec lucidité et avec beaucoup d'arguments ce qui va se passer à Côte d'Ivoire. Malheureusement, nous avons l'impression que depuis 2 décennies, la Côte d'Ivoire a ce qu'on appelle une malédiction d'élection. Cette malédiction d'élection, nous pensons qu'il fallait mettre un terme. Cette malédiction, elle est liée effectivement à la question de l'ivarité, à la question d'appartenir ou de ne pas appartenir à la Côte d'Ivoire. Or, on a l'impression que la Côte d'Ivoire, par son passé, par son histoire, a été quand même un pays où un carrefour de culture. Les gens viennent de partout, du Mali, du Burkina, un peu partout, et qui sont devenus des Ivoiriens à part entière. Sauf que depuis un certain temps, un certain nombre d'acteurs des classes politiques ivoiriennes a décidé effectivement de les exclure pour des raisons politiques et des enjeux politiques. Or, on a l'impression que pour quelqu'un comme lui, qui a grandi, ou bien qui est né dans la sphère, dans la famille de l'ancien président Oufel Boni, et si on veut s'identifier
comme à Fouad Boni, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit les autres acteurs ivoiriens, et on doit quand même accepter la candidature du Tidjane, ne serait-ce que pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Or, on est l'impression qu'au bout de 20 ans, si on revient encore sur la question d'ivoirité et d'exclure et de pratiquer l'exclusion, moi je pense que ça s'annonce très mauvais. Et donc moi j'ai un appel franchement à plus de lucidité sur la question de la candidature de Tidjane Thiam et faire en sorte qu'Alassane Ouattara, qui aujourd'hui totalise 83 ans à Soukaina, il a eu un bilan certainement élogié, il a des réalisations que nous ne pouvons pas contester, sauf qu'aujourd'hui effectivement il faut qu'à un moment donné savoir partir. Et par ailleurs, si on creuse un peu plus loin, en prenant les devants comme ça et en quittant la tête de son parti, on a le sentiment qu'il fuit aussi un petit peu la justice. Il a confiance en sa candidature et en connaissant les règles du jeu, si je puis dire, dès le début, avec cette question de nationalité. Pourquoi est-ce qu'il fuit ? On a l'impression que le narratif du harcèlement judiciaire, c'est peut-être le narratif d'un homme acculé. Oui, mais en fait, si l'on analyse, disons, ce départ à la lumière, effectivement, des grandes mythologies, on peut effectivement se rendre compte qu'en fait, il est dans une posture sacrificielle, monsieur Tidjane Thiam. En fait, c'est un martyr dans cette logique. C'est un martyr de la vie politique, tout comme l'est effectivement Gbagbo, tout comme l'est Blé Goudé, tout comme l'est Soro. La vérité aujourd'hui, c'est de dire aussi que monsieur Thiam remet en course. Il remet en course aussi son rival d'il y a quelques mois, M. Bion, qui malheureusement n'a pas eu les faveurs des pronostics. Mais maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver au sein du PDCI une personnalité aussi emblématique, aussi à l'aura nationale, qui pourrait effectivement faire face, disons, aux candidats des autres partis? C'est là toute la grande inconnue. Mais ce que l'on dit, c'est quoi aussi? C'est qu'aujourd'hui, dans ce pugilat judiciaire, M. Thiam montre, disons, à la face du monde que la Côte d'Ivoire de 2025, c'est une Côte d'Ivoire effectivement malade de sa démocratie, malade de ses institutions. Et je pense qu'on parlait de M. Ouattara, qui ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet de ces radiations-là. Et ben, je pense qu'on pourra trouver une solution efficace, à l'africaine, un peu comme le dit M. Paul Kagame, pour qu'une solution viable soit trouvée avec, disons, les instruments, les mécanismes propres effectivement à nos traditions et à nos us et coutumes. Moi, je pense que c'est vrai, on peut s'appuyer sur nos us et coutumes, comme tu l'as dit, mais on peut également s'appuyer sur effectivement des instruments que la communauté internationale détient, des instruments de médiation, des rapprochements de points de vue, et d'éviter à ce que, vous savez très bien, après les événements de 2010 qui ont effectivement mis la Côte d'Ivoire sous le projecteur, si je peux me permettre, des médias internationaux et de la communauté internationale, aujourd'hui, il est temps que... Cette crise post-électorale qui a causé des milliers de morts. Des milliers de morts, des personnes déplacées, etc. La Côte d'Ivoire ne doit pas quand même rééditer, effectivement, récidiver, si je peux me permettre de dire, récidiver effectivement cette scène qui a été quand même apocalyptique, que nous avons tous vu et qui a fait venir Alassane Ouattara au pouvoir. Alassane Ouattara doit quand même être le garant d'une démocratie enracinée dans la Côte d'Ivoire. Parce que cette garantie démocratique peut aider la Côte d'Ivoire à être la locomotive comme elle a été toujours dans la sous-région, la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui, de mon point de vue, semblent se focaliser sur un homme qui est Tidjane Thiam. Sauf que pour quelqu'un, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est né en Côte d'Ivoire, qui a son parcours en Côte d'Ivoire, en quoi on peut quand même l'empêcher à être candidat? Or, on a l'impression que la radiation a ciblé des personnes gênantes, des voix gênantes, des acteurs importants de la scène politique ivoirienne pendant ces 30 années. Donc, Soro Guillaume a été éliminé. Et donc, lui, Tidjane Thiam, aurait dû être quand même un homme de consensus, de mon point de vue. Consensus à l'ivoirienne, consensus également au sein de son parti politique. Sauf que ce consensus semble aujourd'hui être un défi, ne serait-ce que pour Tidjane Thiam, qui, je reprends un peu ce que tu as dit, est-ce que ce n'est pas un homme acculé et qui a tout à fait, comment dirais-je, eu le réflexe de parler effectivement de cet homme acculé, parce qu'acculé par une position judiciaire, acculé également par ses adversaires politiques qui sont le parti au pouvoir. Donc moi je pense face à cette situation, c'est effectivement une bouffée d'oxygène et une échappatoire très importante. Est-ce qu'il ne rentre pas dans le jeu justement de cette justice ivoirienne opaque à certains niveaux, prise en otage.
Est-ce que justement, Aux quand ordres, on tu veux dire. refuse la confrontation judiciaire comme il le fait en anticipant comme ça son départ, il ne rentre pas dans le jeu finalement, Tidjane Thiam? Non, mais en fait, moi je pense que M. Tidjane Thiam le fait tout simplement dans un cadre stratégique. Il ne se renie pas, mais c'est dans le but de dévoiler en mondovision, disons, la régression, disons, des institutions démocratiques ivoiriennes. Parce que depuis quelques mois déjà, la Côte d'Ivoire a tourné le dos à la communauté internationale, pour rebondir sur en fait, ce que tu disais. Par exemple, dans le cadre effectivement, disons, du caractère contraignant des décisions des organisations régionales et internationales. On voit par exemple que la Côte d'Ivoire a dénié à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, disons, le mandat de... aux rapporteurs spéciaux, c'est ça. Pour en fait, effectivement, faire des injonctions sur la Côte d'Ivoire quant à la réinscription, disons, de M. Gbagbo, de M. Soro ou même de M. Blé Goudé sur la liste électorale. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme, ces décisions sont contraignantes. Ça veut effectivement dire que les États africains ont vocation à s'aligner sur les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Or, dans le cas d'espèce, la Côte d'Ivoire a retiré effectivement, disons, le mandat de la Cour africaine des droits de l'homme, ce qui empêche aujourd'hui tout Ivoirien de recourir à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lorsque ces droits effectivement sont bafoués par l'État unitaire de Côte d'Ivoire. Mais justement, ce que tu soulèves, Bastien, est très important et révélateur d'un homme comme Alassane Ouattara qui a pu mener un combat au nom de la démocratie et qui vient remettre en cause toutes les décisions ici, effectivement, des ensembles comme la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, mais également la juridiction de la CEDEAO aussi, qui effectivement donne raison à l'inclusivité, à éviter la radiation des candidats gênants dans un processus électoral qui se fait inclusif. Or, on a l'impression que ça ne devrait pas venir de quelqu'un comme Alassane Ouattara, qui effectivement appartient également à la communauté internationale. Vous savez très bien, en 2010, Alassane Ouattara, lui seul, capter l'attention de l'ensemble de la communauté internationale, Union européenne, Union africaine, Nations unies, les États-Unis, etc., se sont mobilisés pour sa promotion et pour sa défense. Aujourd'hui, il répète les mêmes faits qui ont été reprochés à ses adversaires politiques à la ville. Donc nous pensons qu'il faut savoir raison garder, il faut absolument éviter des dérapages et des dérapages qui peuvent être dommageables pour la Côte d'Ivoire. Et puis j'apprécie effectivement un peu ce qu'il dit souvent Tidjane Thiam dans ses sorties médiatiques. Il dit souvent que nous avons besoin d'une stabilité, nous avons besoin d'éviter que la Côte d'Ivoire ne s'embrase. Ce n'est pas un homme violent, c'est un homme financier, un économiste, quelqu'un qui veut vraiment rallier le nord et le sud, les chrétiens et les musulmans, quelqu'un qui est issu de deux cultures, qui a des parents aussi musulmans, tout comme des parents chrétiens. Mais cet homme, c'est ce qu'on appelle des noyaux d'intégration. Cette décision, elle s'inscrit dans un agenda, j'ai l'impression. Donc, il fait cette déclaration le 12 mai. On sait que le 31 mai, donc d'ici une quinzaine de jours, il va y avoir un grand meeting populaire. Est-ce que justement, ça s'inscrit dans une volonté de mobiliser l'opinion à 15 jours de ce grand meeting ? Mais déjà, le président du comité d'organisation de ce meeting, M. Blé Goudé, a fait une sortie récemment quant au fait, effectivement, que ce meeting-là ne devrait pas servir à saper les acquis démocratiques de Côte d'Ivoire. On est sans rappeler, effectivement, que M. Tidjane Thiam fait partie en même temps que M. Pascal Affi-N'Guessan et M. Blé Goudé d'une vaste coalition appelée CAP, donc la coalition pour l'alternance pacifique. Le mot pacifique vaut son pesant d'or dans cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ces leaders politiques-là sont hantés par, disons, les événements de 2010 et ils ne souhaitent surtout pas que la Côte d'Ivoire bascule dans un contexte sécuritaire très alarmant. On est sans rappeler que depuis 2017, par exemple, on a eu des mutineries au sein de l'armée à Korogo, à Mans ou même à Abidjan, qui ont vraiment laissé les observateurs penseurs quant à la capacité des autorités ivoiriennes à, en fait, disons, discipliner l'armée. On a en fait comme ça quelques tentations, disons, de déstabilisation, tant par, disons, la filière terroriste qui aujourd'hui endeuille des populations d'Afrique de l'Ouest, pas seulement de Côte d'Ivoire. Mais il faut comprendre que cette situation qui, disons, suscite beaucoup de passion dans l'opinion publique ivoirienne pourrait effectivement, in fine, peut-être permettre à ce que les vieux démons qu'on
a connu en 2010 puisse réapparaître, et cela serait une très mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire. C'est un risque, Makaila. Justement, je pense que l'appel à l'apaisement successif des acteurs politiques les plus marquants de l'histoire politique de Côte d'Ivoire, dont il a cité tout à l'heure, montre à suffisance la gravité de la situation. Vous savez très bien, Soukaina, le Sahel s'est embrasé avec des crises multiformes. Le Mali, pays voisin de la Côte d'Ivoire, le Burkina, pays voisin, qui sont eux enlisés dans un conflit armé, montre à suffisance que les acteurs ivoiriens et avec eux la communauté internationale doivent être vigilants. S'inspirer de qui? S'inspirer du Sénégal, qui est un modèle démocratique. La Côte d'Ivoire a fait 20 ans de stabilité avec des résultats certes remarquables. Par ailleurs, si on prend l'exemple du Sénégal, la dernière élection montre justement que ce modèle démocratique pacifique et contestable, voilà, est friable. Voilà, il est fragilisé quand on repense à l'élection d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, justement, il y a eu des répressions. Tout à fait. Grâce à la ferveur populaire. C'est sûrement, la ferveur populaire. Et là, c'est lié effectivement à la maturité politique des Sénégalais aussi, hein, qui ont pu transcender et éviter le pire au Sénégal. Maintenant, moi je pense que pour le cas d'espèce pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai, ces appels à la paix, à l'apaisement, à plus de retenue, hein, surtout, il faut en parler là, doit être accompagné avec un monitoring de la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'en fait, la communauté internationale qui est déjà au chevet, ou bien, même si elle n'est pas au chevet des pays d'Afrique de l'Est, qui échappe à travers cet espace qui est là et qui effectivement aujourd'hui on constate que la CEDEAO n'a plus de contrôle sur un certain nombre de pays, montre à suffisance que l'élection qui est en cours, le processus électoral en Côte d'Ivoire, doit mobiliser le maximum possible d'attention internationale au nom de la stabilité, de la paix et de l'inclusivité, mais surtout d'une garantie de transparence dans ce processus. Or, là, cet appel est lancé à qui? Il est lancé en premier lieu en droit et en direction de M. Alassane Ouattara, qui aujourd'hui devrait être le garant premier effectivement d'une stabilité et d'une issue pacifique d'un processus électoral qui semble déjà annoncer effectivement une crise post-électorale. Et pour éviter que cette crise post-électorale que la Côte d'Ivoire connaisse une crise, il faut absolument élever les débats liés effectivement à l'acceptation ou pas de tel ou tel candidat. Moi je pense que si la Côte d'Ivoire a accepté la candidature de Tian Tiam, aura gagné, marqué un point historique dans l'ancrage démocratique. Mais si elle n'a pas fait, elle aura reculé. Et une avancée sur la question de l'ivoirité. Absolument, l'ivoirité, qui effectivement, malheureusement... Qui cristallise aujourd'hui beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions, non seulement en Côte d'Ivoire, mais au-delà de la Côte d'Ivoire. Et pour revenir justement à cette date, donc ce mercredi 14 mai, cette réélection, je voudrais vous poser la question. Donc cette réélection, elle intervient 2 jours après la démission de Tidiane Thiam. Et par ailleurs, il est seul en lice pour briguer. Qu'est-ce que ça traduit finalement? Est-ce qu'on peut parler de vie démocratique interne dans un parti où le candidat est le seul à se représenter? On sait que c'est très symbolique, tout ça, mais ça interroge quand même une élection précipitée 2 jours après une démission, avec un seul candidat, Basten? Non, mais en fait, ici, monsieur Thiam veut montrer effectivement à ses concitoyens qu'il est en toute légitimité le seul à porter aux destinées, disons, de la Côte d'Ivoire. Monsieur Thiam, aujourd'hui, par le biais de toutes les actions qu'il a pu poser, on parle un peu souvent de l'éthos pré-discursif lorsqu'il s'agit effectivement des hommes politiques. Même lorsqu'ils ne disent rien, eh ben, on leur trouve toujours à redire. Et M. Thiam, dans le cas d'espèce, on voit bien effectivement que son ethos, c'est une ethos en fait qui montre que, au-delà du fait que ce soit un technocrate, il a bien conscience des enjeux de son pays. Il a bien conscience aussi, disons, des clivages qui peuvent subsister ça et là au sein de la société ivoirienne. Et il essaie aussi, disons, d'avoir suffisamment de crédibilité, suffisamment de légitimité, malgré le fait que cette légitimité-là lui soit contestée par, disons, un pan, disons, du système judiciaire ivoirien, notamment par cette juge qui s'est improvisée effectivement procureur pour effectivement l'écarter de la course à la présidentielle. Donc, tout ce qu'il fait aujourd'hui contribue effectivement à rechercher effectivement, disons, l'image du candidat charismatique qui effectivement tient sa légitimité du peuple et non pas des institutions partisanes. Mais est-ce que la frontière n'est pas fragile entre cet homme charismatique qu'il incarne et cet homme providentiel fragile finalement qu'il incarne également dans le parti? Quand il s'adresse à sa base électorale, finalement, quel choix laisse-t-il
Monsieur Tidjane Thiam, ici, le présenter comme l'homme providentiel fragile, oui, peut-être parce qu'il arrive dans un marigot qui est effectivement dominé par deux figures emblématiques de la vie politique ivoirienne, à savoir M. Gbagbo et M. Ouattara. C'est la triste réalité. Les autres candidats font un peu pâle figure. Il faut en fait qu'on ait... Laurent Gbagbo également écarté. On rappelle que Tidjane Thiam n'est pas le seul, malheureusement, à être écarté. Laurent Gbagbo aussi est en fait écarté. Donc, Charles Blé Goudé, voilà, Monsieur Blé Goudé, effectivement, a coutume de considérer Monsieur Gbagbo comme étant son père. Donc, il y a une forme d'infantilisation des autres candidats dans la lutte ou encore dans la course au pouvoir, et seuls les grands leaders qui font effectivement, du fait de leur longévité dans la vie politique ivoirienne, office de figure tutélaire, en fait, de ces prochaines élections-là. Donc, on attend. On est dans l'impatience et M. Tidjane Thiam aura toute l'occasion de démontrer de quoi il est capable. Moi, je rebondis sur le propos de Soukaina d'un homme providentiel fragilisé. Effectivement, c'est les talons d'Achille, malheureusement, des hommes comme Tidjane Thiam qui, effectivement, viennent d'un environnement international financier et qui tentent de s'interférer dans un espace, dans un espace politique qui est un marigot ivoirien, qui est connu par ses insuffisances aussi démocratiques et par ses coups bas aussi, effectivement, et sa présence dans cette scène politique ivoirienne semble déranger des personnes. Or, certains observateurs pensent que si Alassane Ouattara a fait preuve de lucidité, c'est d'aider effectivement à la candidature de Tidjane, parce qu'il va parachever effectivement tout le processus de développement qu'il a entamé depuis 20 ans, depuis une dizaine d'années à la tête presque une quinzaine d'années à la tête de la Côte d'Ivoire. Or, on a l'impression que des considérations inutiles pèsent ou bien sont invités effectivement dans des débats ivoiriens et qui malheureusement risquent effectivement de fragiliser davantage non seulement la candidature des étudiants, mais également fragiliser la Côte d'Ivoire dans sa composante, dans son développement, dans son élan en tant que locomotive de la sous-région. Moi, je pense que l'heure est extrêmement grave, Soukaina, et que si nous ne faisons pas attention en tant qu'observateurs de la vie politique ivoirienne et africaine en général, et que si nous n'appelons pas à travers des plateaux comme ça pour à la raison les uns et les autres, tous les différents acteurs, et inviter la communauté internationale à s'y intéresser sur cette problématique ivoirienne, nous redoutons effectivement que la crise de 2010 puisse revenir. Or, personne n'a intérêt effectivement à ce que la crise revienne, cette crise de conflits armés, de crise post-électorale. Là, on assiste à une crise préélectorale. Cette crise est marquée par le rejet systématique, la radiation des candidats gênants de l'opposition, et également effectivement des candidats qui, du jour au lendemain, on les désivoirie, si je peux me permettre d'employer le terme. Et donc là, ça m'amène effectivement à réfléchir, et surtout moi en tant qu'observateur qui avait vécu depuis fort longtemps effectivement la crise de 2010, et que nous avons à l'époque, de manière la plus humble possible, dénoncer effectivement l'exclusion d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous répétons les mêmes propos, nous dénonçons également toute exclusion d'un candidat en Côte d'Ivoire. Ouais. Et on va s'intéresser justement sur la place de l'opposition et quelle opposition crédible aujourd'hui face à Alassane Ouattara. Et on va essayer de se concentrer sur ce 31 mai, les enjeux qui pèsent sur ce grand meeting. On prend d'abord une courte pause et on revient dans un instant sur Vox Live. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit, et justement, avant de poursuivre sur cette question d'opposition, je voudrais qu'on écoute d'abord l'un des avocats de Tidjane Thiam. Il parlait hier sur le plateau de France 24. Il s'agit de Mathias Chichpertich. On l'écoute et on revient juste après. Pourquoi a-t-on peur qu'un certain nombre de personnes qui veulent participer à ce scrutin puissent s'inscrire ? Pourquoi a-t-on peur qu'il y ait plusieurs candidats ? Et vous savez, il y a deux principes essentiels dans un état de droit. Le premier, c'est la sécurité juridique. Je vois que aujourd'hui, le président Ouattara a reçu un certain nombre de chefs d'entreprise qu'il veut faire un New Deal public-privé. C'est le Africa CEO Forum. Mais comment voulez-vous que des gens investissent dans ce pays avec une telle insécurité juridique, politique et sociale ? Comment voulez-vous que dans le concert des nations, la Côte d'Ivoire soit respectée si jamais elle ne respecte pas les garanties minimales d'un état de droit ? C'est ça qui est en jeu aujourd'hui.
Makaïla, il évoque cet état de droit fragile, Mathias Chichportich. Est-ce que c'est l'enjeu justement de cette élection? Mais justement, monsieur l'avocat de Mathias relève effectivement la disparité, l'ambivalence et les contradictions internes de monsieur Alassane Ouattara, qui en même temps reçoit des investisseurs étrangers dans le but de les encourager à investir en Côte d'Ivoire, et de l'autre côté, il s'écarte de l'état de droit. L'état de droit veut dire quoi? L'acceptation des candidatures d'opposants à un processus qui se veut inclusif. Or, on a l'impression que le processus, au regard de ces éléments d'appréciation, est un processus vicié. Vicié en ce sens qu'on vise un homme à la personne de Tidjane Thiam. Or, selon l'avocat et d'autres, on évoquait Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Ça, c'est les figures les plus connues de la vie politique ivoirienne. Donc, maintenant, la nouvelle figure de la vie politique qui innove, qui souhaite innover effectivement la vie politique ivoirienne, c'est bien Tidjane Thiam, qui cristallise les débats autour de lui. Donc, nous pensons que ce qu'il disait l'avocat de Tidjane Thiam, c'est justifié et c'est légitime, dans ce sens qu'en fait le processus est déjà un processus qui risquerait d'être entaché, étant donné qu'on élimine des voix qui sont très des voix remarquables dans la politique ivoirienne, dans un processus qui devait quand même, si je peux me permettre, montrer effectivement la deuxième alternance en Côte d'Ivoire. Or, on a l'impression que les tenants du pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire refusent qu'il y ait cette alternance tant souhaitée, que ce soit par l'opposition. Donc, le RHDP, incarné par Alassane Ouattara, fait mes bases sur tout le processus. On a évoqué effectivement que la CI, cette commission électorale ivoirienne, c'est celle qui est à l'origine effectivement de tous les dérapages, alors que par le passé, elle a été décriée, elle aurait dû se ressaisir pour éviter à ce que la Côte d'Ivoire ne récidive pas. Or, on a l'impression qu'aujourd'hui, le fait de vouloir à tout prix éliminer des voix, donc ça veut dire qu'on va vider en fait le processus de sa quintessence. La quintessence électorale est un déterminant important pour jauger effectivement la vitalité démocratique d'un processus comme celui-là. Or, on a l'impression qu'aujourd'hui, au regard des éléments et des critiques ou des débats qui sont formulés au fur et à mesure autour de ces processus, on a l'impression qu'on va tout droit vers une autre crise électorale majeure en Côte d'Ivoire. Et pour éviter cela, il faut absolument que seule une mobilisation internationale massive pour appeler effectivement à la retenue. Or, là, il y avait déjà avoir une mobilisation nationale, pour rebondir sur ce que vous dites, et l'échéance, c'est le 31 mai. Est-ce qu'on peut parler de dernier combat dans lequel vont jeter toutes leurs forces cette coalition d'opposition, ou finalement, c'est le premier round? On peut entrer dans une nouvelle ère, Basten? Je pense en fait que c'est le premier round, parce que M. Blé Goudé a dit effectivement que la main, disons, des patriotes ivoirien est toujours tendue. Oui. La main des patriotes ivoiriens est tendue, et elle est tendue en direction de M. Alassane Ouattara. Cela montre aussi en fait de la bienveillance d'une certaine classe politique ivoirienne qui a retenu toutes les leçons, disons, des crises post-électorales passées, et qui aujourd'hui se projette vers des lendemains meilleurs. Moi je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que les élections de fin d'année auront véritablement lieu? Parce que de part et d'autre, en fait... 2025. Voilà, parce qu'on se rend bien compte que d'un côté, on a des candidats légitimes et charismatiques qui sont exclus, mais du côté aussi du RHDP, on n'a pas grand monde qui en fait se bouscule au portillon. Voilà, donc il faut vraiment que l'on soit circonspect. On attend, je pense que dans la temporalité, et Makaïla parlait effectivement d'une pression internationale, M. Tidjane Thiam est un homme des réseaux. Je pense aussi qu'il y a certains partenaires de la Côte d'Ivoire qui peuvent aussi entrer dans le bal et qui peuvent faire entendre raison aux autorités ivoiriennes quant à l'urgence, effectivement, d'organiser, disons, un dialogue national sans exclusive, parce que jusqu'à présent, il y a certains leaders, notamment M. Soro, qui aujourd'hui sont un peu en griffe, les pestiférés de la vie politique ivoirienne. Il faut que ces leaders-là rentrent au pays pour que la Côte d'Ivoire se projette unanimement dans la paix et dans les valeurs qui sont effectivement les siennes, pour que on connaisse des élections qui réjouissent toutes les parties. Moi, je pense qu'il
il soulevait quelque chose d'assez important, c'est la question d'alternance générationnelle au sein même des RHDP. Parce que si au sein d'un parti au pouvoir incarné par Alassane Ouattara, il n'y a pas un dauphin qui émerge, ça pose une problématique majeure au sein même. Donc au-delà même de la problématique interne de RHDP où on ne peut pas faire émerger un candidat qui pour succéder à Alassane Ouattara, on s'achemine vers une situation beaucoup plus globale et nationale, notamment au regard de cette crise que tu viens de soulever. Donc nous pensons que ce processus-là, sauf un dialogue inclusif, devait être la proposition de la communauté internationale, la proposition même des acteurs politiques. Un dialogue entre la coalition d'opposition et le parti au pouvoir, mais par ailleurs, dans cette coalition d'opposition, il y a des critiques qui sont émises, notamment vis-à-vis de l'opinion. Il y a un scepticisme quand on voit les failles, les fissures justement qu'il y a dans cette coalition. Vous l'évoquiez tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y en a qui refusent un petit peu de se ranger derrière Tidiane Thiam, qu'ils accusent de victimisation, si je grossis le trait. Aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent réussir à tous s'asseoir autour d'une même table et peser lourd face à Alassane Ouattara? Parce que souvent, il faut transcender effectivement les clivages. Quand on fait face à un danger, il faut transcender les clivages. Et nous appelons effectivement les acteurs politiques, pour des journalistes comme nous sommes, pour les observateurs comme nous sommes, on a un rôle pédagogique. Ce rôle pédagogique est de permettre effectivement à sensibiliser effectivement les téléspectateurs et même les acteurs impliqués dans un processus qui se veut un processus risqué. Et vu cet élément d'appréciation, il appartient effectivement aux acteurs politiques ivoiriens effectivement d'élever les débats. Et pour élever les débats, il faut absolument que ceux qui pensent que Tidiane Thiam se victimise doivent savoir effectivement ranger effectivement leurs armes et dire, mais écoutez, aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est bien la Côte d'Ivoire. Et nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire s'embrase. Et pour éviter que la Côte d'Ivoire s'embrase, il faut absolument une dose assez importante d'acceptation, effectivement, de toute candidature, qu'elle soit de l'opposition ou pas, et que l'opposition doit elle-même parler d'une même voix. Et donc, nous pensons que là, il y a une urgence sur la Côte d'Ivoire. Si on ne veut pas, effectivement, organiser un processus à risque, il faut absolument proposer ce qu'on appelle les états généraux, les dialogues, les débats citoyens, l'arbre à palabre, comme les Africains ont l'habitude de le dire, et s'inspirer effectivement des pays environnants. Je pense, moi j'ai une espérance au Sénégal. À chaque fois que, sous Abdoulaye Wade, quand le Sénégal était dans un processus risqué, des autorités morales fortes du Sénégal se sont levées. Les chefs religieux. Oui. Les catholiques, la société civile ont appelé à la raison. Donc moi je pense que la Côte d'Ivoire également a des forces vives, la Côte d'Ivoire également a des amis, la Côte d'Ivoire a des amitiés, et que cette mobilisation tous azimuts des acteurs transnationaux pourrait peut-être amener la Côte d'Ivoire à aller sur un rail de processus inclusif. Bastien, on peut dépasser ces clivages aujourd'hui? Les clivages dans une société font aussi partie, en fait, disons, de l'élan démocratique. Et des réalités politiques. Voilà, dès l'instant que dans une société, il n'y a pas de clivage, eh ben, on est dans l'uniformisation. Voilà, donc l'uniformisation, disons, des volontés par la contrainte, disons, aboutit toujours à en fait, disons, le silence des cimetières, disait quelqu'un. Donc, il faudrait aujourd'hui que nous soyons suffisamment conscients que la démarche de M. Thiam, qui est une démarche, on le rappelait, d'humilité et de prudence, parce que Saint-Augustin révélait que, disons, une des caractéristiques du leader doit être la prudence. Monsieur Tidiane Thiam aujourd'hui fait montre de prudence parce qu'il a conscience d'une chose. D'un côté de l'échiquier politique ivoirien, nous avons effectivement monsieur Gbagbo qui a lancé son mouvement social Trop c'est trop. Mais ce mouvement social-là ne s'appuie pas sur une approche institutionnelle du problème. C'est en fait sur une approche plutôt liée, disons, politique, fondée sur le soulèvement populaire. Donc on voit bien qu'il y a deux approches très différentes, antagonistes au sein de l'opposition, qui se regardent en chien de faïence et qui ne veulent pas malheureusement prêter flanc ni à l'un ni à l'autre, parce que tout simplement cela pourrait faire basculer, pour le cas bien sûr du mouvement qu'a lancé M. Gbagbo, à en fait, disons, des premiers échauffourées entre les populations et en fait les forces de l'ordre. Donc on doit à raison garder, disons, dire que M. Tidiane Thiam joue la montre,
Et une question très simple, Oui. Toute cette affaire, elle est très politisée. Et il y a vraiment deux pôles qui se mêlent, si je puis dire. Il y a la politique et la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore distinguer le politique du judiciaire dans cette affaire? Mais justement, la séparation du pouvoir a été toujours le mot d'ordre dans tout processus. Or, on aurait dû... Par ailleurs, la limite, elle est très fine. On le voit dans cette élection. Et justement, parce qu'en fait, c'est la politisation effectivement, des leviers judiciaires à des fins politiques visant effectivement à éliminer telle ou telle personne. Ça a été malheureusement, Bastien il a su le relever, ça a été effectivement dans l'ADN effectivement de la classe politique ivoirienne, malheureusement, malgré effectivement une maturité politique, malgré effectivement cette stabilité dont la Côte d'Ivoire avait bénéficié sous Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, après la mort de cet homme qui a garanti effectivement la paix, la stabilité à la Côte d'Ivoire et le développement de ce pays, sa disparition a laisser libre cours effectivement à tous les dérapages, à toutes les dérives les plus violentes. Maintenant, moi je pense qu'après 20 ans effectivement de la disparition de Houphouët-Boigny et après effectivement la prise au pouvoir d'Alassane Ouattara, qui lui aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, vient d'un landerneau international. Il aurait dû éviter effectivement à la Côte d'Ivoire de s'enliser dans un processus extrêmement complexe, comme ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Donc nous pensons qu'il est temps que la séparation du pouvoir soit quand même la règle. Il est temps également qu'en Afrique, on essaie d'assainir cet espace et de faire en sorte que l'inclusivité soit quand même effectivement le souhait de tout le monde. Oui, mais en fait, on peut aussi rebondir sur un aspect très prégnant de l'actualité politique ivoirienne de ces dernières années. Tout est aujourd'hui judiciarisé en Côte d'Ivoire. On judiciarise les élections. On bâillonne aussi, disons, toutes les voix discordantes, divergentes, pour effectivement imposer un diktat, disons, à toutes les forces démocratiques. Oui, ça pose vraiment la question de la neutralité de l'appareil judiciaire aujourd'hui. Et cela pose un gros problème, parce que dès l'instant que, disons, la justice est instrumentalisée, eh ben, cela ne peut déboucher que sur, en fait, l'idée de violence. Parce que qu'est-ce qui caractérise, en fait, disons, une société libérale? C'est une société où non seulement il y a une séparation des pouvoirs, mais il y a aussi une limitation des pouvoirs. Ça veut dire que dès l'instant qu'il y a une collusion entre, disons, le monde, entre en fait l'exécutif et toutes les autres branches de pouvoir, le législatif et le judiciaire, on tombe dans une société autoritaire qui peut facilement basculer vers la notion de guerre civile. Et notamment, pour parler de guerre civile, ici, je me fonde sur l'ouvrage de M. Hayek, La société du droit. C'est que pour construire une société du droit, il faut effectivement avoir suffisamment en équilibre, d'un côté, effectivement, l'idée ou l'esprit démocratique qui prévaut, mais de l'autre côté aussi, l'aspect libéral qui vient dans un concours de circonstances équilibrer la donne pour qu'il n'y ait pas effectivement de débat. Vous avez conseillé vous-même, Makaïla, des présidents, et comme l'a dit Bastien, est-ce qu'aujourd'hui, quand la justice, elle entre dans la bataille politique, est-ce qu'il reste encore de la justice, ou est-ce qu'on arrive à la fin de la démocratie? Mais justement, effectivement, vous l'avez su le dire, effectivement, nous avons fait souvent, quand on est en fait en interaction, on fait ces genres parce qu'il faut que la justice soit quand même totalement indépendante. Et pour qu'elle, en fait... Ce qui est le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Non, mais en Côte d'Ivoire, non. En Côte d'Ivoire, non, si je peux me permettre de dire, ça a toujours été comme ça. La justice a été instrumentalisée à des fins politiques. Aujourd'hui, elle reprend effectivement les mêmes pratiques qui sont nauséabondes. C'est des pratiques qui ne peuvent pas quand même permettre à n'importe qui, aux citoyens, d'avoir confiance. Et donc, c'est le cas de figure auquel nous sommes confrontés sur le cas notamment de Tidjane Thiam. Donc, nous pensons que la justice ivoirienne doit quand même elle-même s'élever effectivement par rapport à ces marigots dans lesquels elle a été effectivement entraînée par la turpitude d'une classe politique ivoirienne et notamment les acteurs qui sont au devant de la scène aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité incombe à M. Alassane Ouattara parce qu'il est intolérable. Personne ne peut tolérer pour quelqu'un qui a fait un parcours aussi brillant au niveau international, mais qui, effectivement, une fois qu'il est au pouvoir, compromet la justice. Et donc, pour éviter cette compromission d'une justice extrêmement dangereuse, il faut absolument que les acteurs politiques eux-mêmes doivent être les garants d'éviter à ce que la justice ne s'enlise à des fins politiques et d'élimination d'acteurs gênants.
Oui, mais en fait, la confusion des genres est le propre, effectivement, des États qui sombrent lentement mais sûrement vers, en fait, le despotisme. C'est-à-dire que dès l'instant que, par exemple, dans le cas de M. Thiam, on se rend bien compte que la juge n'était pas compétente pour, effectivement, instruire le dossier. C'est au procureur, en fait, à qui revenait, disons, ce rôle-là. Mais donc, lorsqu'il y a confusion de genre dans un pays, lorsque la justice n'est pas indépendante, lorsque les procès sont de type stalinien, un peu comme on l'a vu, où des décisions sont prises à l'emporte-pièce, cela vient aussi saper les fondements de la démocratie. Donc, ce qu'il faudrait dire en termes simples, il y a, disons, une grande inconnue. On va en fait jouer effectivement, disons, aux ignorants, en accordant également tout le bénéfice du doute à M. Alassane Ouattara, qui ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet. Attendons voir, peut-être que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, il sortira de l'ornière pour effectivement prendre les rênes de cette problématique-là, pour rasséréner effectivement les Ivoiriens avant, disons, l'élection présidentielle. Mais oui, les silences pesants de Alassane Ouattara posent problème. Ce qu'il y a souvent, on a constaté à travers des cas éloquents, on a constaté que ces silences des chefs d'État africains qui veulent être candidats, en fait, maintiennent un silence, un suspense dans leur candidature et finiront par être candidats. Et donc nous pensons qu'effectivement, il faut que Alassane Ouattara, seul garant d'un processus qui est déjà perçu comme un processus exclusif, puisse sortir, le jeu de la démocratie, justement, simplement. sorte de son silence, rassurer les acteurs engagés, rassurer également les partenaires de la Côte d'Ivoire, et pour dire effectivement, je suis le garant de ce processus et je demande effectivement à cette justice, parce qu'en fait, seule sa parole pourrait peut-être modifier les rapports de force sur le terrain. Mais en fait, M. Ouattara l'a clairement dit, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas être candidat si seulement les protagonistes, à l'époque, c'était lorsque M. Henri Konan Bédié était parmi nous, il a rappelé que si les deux protagonistes ne se présentaient pas, et ben lui également, il ne se présenterait pas. Donc aujourd'hui, l'un n'est pas là, les deux sont là. Il reste un autre éléphant, voilà, donc on attend voir, mais si par pur hasard, M. Laurent Gbagbo était réinscrit sur la liste électorale, je suis prêt à parier que M. Ouattara également concourrait à la magistrature suprême pour une troisième fois. On va rester très attentif évidemment à toutes ces informations, toutes ces déclarations. Déjà aujourd'hui, on va le savoir dans les prochaines heures, qui sera à la tête du PDCI. Et puis il y a cette échéance, on l'a évoqué le 31 mai. Je rappelle une information qui nous est parvenue, que je n'ai pas forcément communiquée, pour dire que Tidjane Thiam a saisi aujourd'hui le ministre de la Justice pour demander justement la délivrance de son certificat de nationalité, qui remet une fois de plus au centre du débat cette question d'ivoirité. Merci messieurs d'avoir été parmi nous. On arrive déjà au terme du débat. Merci Makaïla d'avoir participé à l'émission. Basten, merci également. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live. Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank. Et si Berlin se rejouait aujourd'hui? Serons-nous prêts à nous défendre? 140 ans après la conférence de Berlin, l'Afrique reste divisée, vulnérable, faute de vision commune, faute d'une stratégie partagée, faute d'un projet collectif pour nous unir, nous fixer un objectif. Combien de temps encore allons-nous subir sans réagir? Du 26 au 28 juin, ensemble, ouvrons une nouvelle ère. Travaillons à maîtriser notre destin en tirant les leçons du passé. Pour être de la partie, sur place ou en ligne, inscrivez-vous sur notre site mansa.com.